Donc, les franciscains méritent d'être ici évoqués parce qu'ils représentent à mes yeux ce que j'appellerais une appropriation innocente de la terre et des biens mobiliers requis de la mise en œuvre de cette terre. Ils représentent ce que j'appellerais un attachement détaché, si l'on peut dire, qui met les frères au service du domaine qu'ils ont en charge. Et comme ils insistent sur l'usus et l'abusus, c'est pour faire remarquer que l'usus est d'autant plus légitime qu'il sait se pondérer d'un abusus au sens propre du terme, c'est-à-dire d'une manière de se défaire, de se déprendre et de se détacher de ce dont on a usé. Usus et abusus. Et c'est ça que l'on trouverait chez Guillaume d'Occam ou chez Duns Scott, précisément une sage pratique de cela. Et ce que je déplore dans l'histoire de la philosophie qui nous a donné ces doctrines, c'est qu'elle n'ait pas essayé de comprendre précisément le sens profond, le sens vrai de ces critiques, dont on a voulu juger à l'aune de conceptions contemporaines qui ont travestissé complètement l'esprit. L'appropriation voudrait donc autoriser l'exploitation, ce qui donne lieu à une mainmise de la technique sur la terre qui va au-delà des limites d'un management naturel. Cela va donner lieu, nous allons le voir, à toute une littérature qui plaide en faveur de la terre. Le premier livre que j'ai trouvé dans ce registre est un livre du XIIe siècle d'un philosophe et poète, Alain de Lille, qui écrit un somptueux De Planctu Naturae. De Planctu Naturae, ça veut dire de la plainte de la terre, dans lequel vous voyez la terre prendre la parole et pleurer de la façon dont l'homme la traite. Pourquoi ? Parce qu'au XIIe siècle, l'écobuage intensif faisait reculer dangereusement la forêt au point de constituer une menace pour l'équilibre écologique, pour la flore, pour la faune, pour le climat lui-même. L'essertage devait être contenu et Alain de Lille allait se faire le champion de ces restrictions que l'on devait apporter précisément à un défrichage trop généralisé. Mais c'est plus tard que je trouve des textes vraiment significatifs. Je voudrais en prendre un, faute du temps qui me permettrait de vous en présenter plusieurs, et de vous montrer une petite découverte que j'ai pu faire à la faveur d'un voyage d'un de mes étudiants que j'avais envoyé à dessein dans les bibliothèques allemandes en quête de ce genre de texte. Et c'est ainsi qu'il découvrit un texte qui, à mes yeux, est un texte d'une très grande importance, le texte d'un certain Paul Niavis, en réalité Paul Schneevogel, Niavis et Schneevogel, c'est le même mot, en latin, en allemand, Judicium Jovis, le tribunal de Jupiter, livre qui a été édité en Allemagne à l'époque, qui a été traduit de l'allemand en latin et 5 fois imprimé, précisément en Bohême, où il avait trouvé son public. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un procès fictif intenté
par la terre à ceux qui l'exploitent, c'est-à-dire à l'homme, et aux divinités qu'ils défendent, c'est-à-dire les pénates, devant les autres dieux de l'Olympe, qui vont avoir à se prononcer sur la légitimité d'une exploitation minière. Le texte est très intéressant parce qu'il nous montre sous quel angle, en ce XVe siècle, la Terre est envisagée. C'est l'époque où le bon cardinal de Cuse essaiera de recréer une sorte de sacralité de la Terre, de remettre en honneur un culte de la Terre. Bien, on comprend très bien la requête du cardinal de Cuse quand on lit Paul Niavis. Pourquoi ? Parce que on y découvre les intérêts respectifs de ceux qui exploitent la terre. Alors, on a entrepris de réactiver les mines d'or et d'argent de l'Erzgebirge, qui se trouvent entre l'Allemagne et la Bohême. Et de nouveaux procédés qui permettent de vider l'eau des mines, de les assécher lorsque l'eau les inonde, ont permis un surcroît d'activité qui a permis d'approfondir les filons et de multiplier l'envie des prospecteurs qui ont découvert du charbon, qui ont découvert du fer, et du même coup, ce sont toutes ces montagnes de Bohême qui se trouvent surexploitées, au point de menacer les intérêts des viticulteurs qui sont sur les collines, et de menacer aussi les autres cultivateurs qui se plaignent que ces forages sont tout à fait déplorables pour la rentabilité de leurs terres. Et alors, tout le débat porte, dans la première partie, sur les intérêts respectifs de ceux qui cherchent ce qui sera le plus rentable, de la mine ou de la vigne, de la mine ou de l'exploitation des terres céréalières, etc. Le débat va tourner précisément à envisager ce qui est le plus rentable, ce qui témoigne d'une très curieuse évolution de la mentalité depuis le XIIIe siècle. On est très loin de François d'Assise, on est très loin de l'école franciscaine, on est très loin de Thomas d'Aquin lui-même. Et l'on voit qu'il y a là une sorte de frénésie qui s'est en quelque sorte inspirée des esprits à ce moment-là. En France, le débat est représenté par Bernard Palissy, qui, au nom de son idéal réformé, puisque, vous le savez, il est protestant, va s'interroger précisément sur le bien fondé de cette aventure. Seulement, bizarrement, cet homme qui au départ paraissait avoir les mains pures, va finir par pencher du côté de la recherche du rendement et du plus grand avantage financier qu'on en peut tirer, faisant valoir que c'est sans doute le génie de la terre que d'engendrer toujours et toujours davantage. Et du même coup, Bernard Palissy, le protestant, va aller du côté des monétaristes, va aller du côté des financiers et va faire pencher la balance du côté de ceux qui surexploitent la terre. Le jugement porté à la même époque par Paul Niavis dans son petit opuscule, même époque, je vois Bernard Palissy 1510-1590 et Paul Niavis donne son 1555, 1455, 1517. Oui.
Donc il est antérieur, évidemment. Mais le livre de Paul Niervis, il faut le dire, n'est édité que précisément en France. Il y aura une édition en France en 1490. Et ceci pour vous dire que le débat ici et là finit par tourner à la recherche de ce qui, en définitive, est le plus avantageux. Je passe sur l'énorme littérature qui va suivre avec les traités d'Agrippa ou encore avec les traités de Paracels, sur précisément la fécondité de la Terre génératrice des métaux, puisque, comme vous le savez peut-être, la thèse couramment reçue, c'est que la Terre est considérée comme génératrice des métaux eux-mêmes, au même titre qu'elle est génératrice des végétaux. Une mine, c'est un filon, bien sûr, mais alors une racine, c'est un filon aussi. Et le mot de Jérôme Cardan, une racine, c'est un filon vert. Donc on considère que tout ça est de même productivité. Alors, celui qui pourrait tirer la leçon de tout cela, ce serait, à mes yeux, sans doute Paracels, qui lui conserve le souci d'une sacralité de la terre, car son Mysterium Magnum, c'est Magna Mater finalement, et c'est une célébration de cette terre-mère, car en effet, et c'est là-dessus au fond que on peut conclure ces considérations sur cette littérature de la Renaissance sur la Terre, Paracels essaie de montrer que la Terre est l'expression la plus haute du principe féminin, du génie féminin, de la productivité féminine, de la créativité féminine, et exaltant le génie de la féminité, il dit que, en définitive, le débat qu'il y a entre les différents exploitants est un débat dérisoire. Ce que nous devons, c'est savoir gré à la terre de cette perpétuelle inventivité qui lui fait produire sans cesse. Ceci dit, je voudrais faire un pas de plus dans ma réflexion et me dire que ces débats sont sans doute très intéressants, mais que ce qui est plus important pour nous, c'est d'essayer de déterminer ce que peut être le rapport de l'homme à sa terre dans cette conception de l'humanisme moderne. Et je retiendrai essentiellement deux figures et deux témoins. Une première figure serait celle de Michel de Montaigne, qui, vous le savez, était exploitant agricole. Il avait quelques 45 hectares, principalement des vignes, une pinède, des champs de maïs, quelques cultures céréalières, et il a passé le plus clair de sa vie à vivre en exploitant agricole et en essayant de donner un sens à tout cela. Et le deuxième, dont je rapprocherai, c'est un contemporain de Montaigne, c'est mon compatriote Olivier de Serres, l'Ardéchois bien connu, qui est le premier à avoir donné un monumental traité d'agronomie sous le titre « Théâtre de l'agriculture ou ménage des champs ». Pourquoi ces deux auteurs ? Parce que ces deux auteurs vont nous permettre de tirer une leçon morale de tout cela. Car le héros des essais de Montaigne, comme le héros du théâtre de l'agriculture, c'est ce que l'on appelle à l'époque le ménager. Celui qui tient son ménage, celui qui exploite son domaine. Le ménager, manus ager, celui qui travaille de sa main, et qui, ainsi, est l'entremetteur entre la terre et ses productions. Et l'idée qui va se faire jour, car c'est avoir ratissé tout le Moyen-Âge pour être allé jusque-là qui m'y contraint, le premier qui essaie de donner une signification à l'homme dans sa relation à la terre,
précisément, les deux premiers, c'est Montaigne et Olivier de Serres. Qu'est-ce qu'un ménager? C'est l'homme en tant qu'entremetteur entre la terre et ses produits. C'est-à-dire que la terre ne produit que par l'homme. C'est l'homme qui la féconde, c'est l'homme qui la met en œuvre, c'est l'homme qui la fertilise. Et cette fertilité, elle est réglée par le savoir de l'homme, par la sagesse de l'homme, par la prudence de l'homme. On arrive, après tous les débats que je vous ai montrés, à cette conception. Il faudrait quand même commencer par s'interroger sur la prudence dont l'homme doit faire preuve dans sa gestion, si tant est qu'il est l'entremetteur entre la terre et ses produits. Une terre qui n'est féconde que par l'entremise de l'homme. Alors, qu'est-ce que nous trouvons là-dedans? Nous y trouvons quelque chose qui, pour nous, en relation avec la Terre, est sans doute très important parce qu'on définit notre rôle. Mais nous y trouvons aussi autre chose qui est extensible à tous ceux qui ne sont pas exploitants agricoles. À savoir que la sagesse de Montaigne, comme la sagesse d'Olivier de Serres, consiste à affirmer ceci: qu'il n'est d'humanité au sens plein du terme que dans un nouage de l'universel sur le singulier ou le particulier. Qu'est-ce qui fait de Montaigne un homme de la terre? Qu'est-ce qui fait d'Olivier de Serres un homme de la terre? Ils sont l'un et l'autre contemporains de ce que Montaigne appelle les troubles de notre temps. Ils sont l'un et l'autre contemporains des guerres de religion. Et pour eux, le problème, c'est moins de savoir si on a droit ou pas droit de labourer ou de faire des forages miniers. La question est dépassée. Nous sommes sur cette terre. Est-ce pour nous entretuer? Est-ce que cette terre a quelque chose à dire là-dessus? Alors j'ai pris précisément la figure d'un grand catholique, Michel de Montaigne. En dépit de la caricature qu'en a donnée l'université depuis toujours, ce fut un grand catholique. Je ne dis pas un grand chrétien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était d'abord catholique. Et d'un grand huguenot, Olivier de Serres. Il fallait prendre l'un et l'autre. Et pourquoi ces deux-là? Parce que, dans les troubles de notre temps, le constat que l'on fait, c'est que l'homme n'aime pas l'homme. On pratique la guerre civile, cette mort publique, comme dit Montaigne, c'est-à-dire que l'homme est assassiné à tous les coins de rue. L'homme n'aime pas l'homme. On vit un constant déni d'humanité. Qu'est-ce qui nous rendra notre humanité? Alors, évidemment, il y a ceux qui plaideront pour l'universalité humaine, qui plaideront pour une morale abstraite, qui plaideront pour une sorte de prédication universelle. Montaigne et Olivier de Serres nous montrent que l'universel concret passe par la singularité et par la particularité. C'est-à-dire que si notre universel n'est pas enraciné dans un contexte particulier ou singulier, il est une abstraction dangereuse et en définitive délétère. Au nom des droits de l'homme, on ne peut que tuer. On ne peut pas réconcilier. Et ce n'est pas dans l'universel abstrait que se fera la moindre réconciliation. Car on ne se concilie que dans la différence. On ne communique que dans la convenance entre elles de ces différences mêmes. Non pas dans l'assimilation. L'assimilation est la pire manière de chercher à communiquer. On ne communique pas dans le semblable. On communique dans l'autre. On communique dans le différent.
on communique dans la différence. Ça, c'est la grande vérité de Montaigne et c'est la grande vérité d'Olivier de Serres. On ne communique que dans la différence. Et c'est pourquoi ils ont fait preuve, sans avoir besoin de la tolérance de Voltaire et autres sacripants de cette espèce, qui d'ailleurs n'étaient pas encore apparus. Ils n'avaient pas besoin de tolérance et de traité de tolérance pour être tolérants. Il leur suffisait simplement d'avoir ce sens de la communication qui ne s'établit que dans la convenance des différences, comme dit si bien Montaigne. Et c'est précisément ce souci d'enraciner l'universel dans le singulier et le particulier qui devait faire de Montaigne, qui à l'origine ne se destinait qu'à une carrière juridique ou politique, à devenir gentilhomme campagnard purement et simplement pour un tout petit domaine de peu de profit. Il sacrifiera toute carrière à cela. Pourquoi ? Parce qu'il y va de l'homme. Il y va de l'homme que je ne puis saisir dans son universalité que si je vais aussi loin que possible dans ma particularité. C'est en tant que gentilhomme gascon, c'est en tant que Michel de Montaigne que je pourrais avoir des chances de réaliser l'homme en moi, et non pas en tant qu'homme. L'universel abstrait est la source de tous les malentendus. L'universel abstrait ne fait pas la communication. L'universel abstrait ne fait que l'assimilation. Et l'assimilation, elle se fait dans quoi ? Dans l'oubli de ce que nous sommes, chacun en propre, chacun en particulier, chacun dans notre singularité. Et c'est pourquoi, parce que ils veulent atteindre à cette réalité profonde de l'homme, ils vivent l'un et l'autre, chacun en son terroir, un enracinement aussi profond que possible. Répondre au défi de l'inhumanité, relever ou surmonter ce déni d'humanité qui est la chose la plus courante dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, ne se fait pas en proclamant le énième décret de tolérance, comme le faisaient les politiques, mais en pratiquant un suffisant enracinement dans sa propre terre pour que je puisse être guelfe avec les gibelins et gibelin avec les guelfes, comme dit si bien Montaigne en empruntant la formule de Dante. C'est donc par ce moyen que pourra s'effectuer quelque chose comme une réconciliation. Tenir son ménage, comme disent l'un et l'autre. Voyez comment s'exprime Montaigne. De les abandonner du tout, il parle des choses du ménage. Il m'est très facile de m'y prendre sans m'en peiner, très difficile. Il veut dire, ce serait très facile de tourner le doigt, tout ça. Ça m'est très difficile de m'y astreindre. C'est pitié d'être en lieu où tout ce que vous voyez vous embesogne et vous concerne, et me semble jouir plus gaiement des plaisirs d'une maison étrangère, et y apporter le goût le plus naïf. Et pourtant non, je ferai ce que mon père aimait. Il y va, à reculons, si on peut dire. Il ne voulait pas y aller. Mon père aimait à bâtir Montaigne, où il était né. Et en toute cette police d'affaires domestiques, j'aime à me servir de son exemple et de ses règles, et y attacherai mes successeurs autant que je pourrai. Fidélité à son père, fidélité à sa terre, fidélité à lui-même, c'est tout un. Et il ajoute, je voudrais qu'au lieu de quelque autre pièce de sa succession, mon père m'eût résigné cette passionné amour qu'en ses vieux ans il portait à son ménage. Il était bien heureux de ramener ses désirs à sa fortune et de se savoir plaire de ce qu'il avait. Ce qui, m'oyant dire mon insuffisance aux occupations du ménage, vont me soufflant aux oreilles que c'est dédain et que je néglige
de savoir les instruments du labourage, ses saisons, son ordre, comme on fait mes vins, comme on greffe mes arbres, et de savoir le nom et la forme des herbes et des fruits, et de l'après des viandes, de quoi je vis? Pour avoir à cœur cette plus haute science, mais je préfère mourir que d'entendre un tel langage. Il préfère mourir que d'entendre moquer son inexpérience de la terre et son peu d'intérêt pour ces choses-là. Et il conclut en disant que je m'aimerais mieux bon cavalier que bon logicien. Nous embarrassons nos pensées du général et des causes conduites universelles, qui se conduisent très bien sans nous, et laissons en arrière notre fête, et Michel, qui nous touche encore de plus près et de plus profond que l'homme. Si je traduis en langage d'aujourd'hui, que m'importe d'être homme si je ne suis pas d'abord et essentiellement Michel. Autrement dit, c'est à travers la singularité que se réalise l'universel humain. Cet universel concret pour lequel il a si bien plaidé, contre toutes les formes qui vont prévaloir par après de l'universel abstrait. Car en effet, les Lumières, c'est l'universel abstrait. Le XIXe siècle, c'est l'universel abstrait. La Révolution française, c'est l'universel abstrait. Et les saltimbanques d'aujourd'hui, c'est l'universel abstrait et rien d'autre. Alors l'universel concret, ça consiste à dire que les grands principes passent par la réalisation de ces petits moyens qui sont les nôtres quand nous labourons notre champ ou quand nous taillons nos vignes. Tel est donc ce nouage de l'universalité dans la singularité qui constitue celui que l'un et l'autre de nos auteurs appellent le ménager. Je passe sur Olivier de Serres car il est déjà 10 heures du soir et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais si vous avez le loisir un jour d'ouvrir ce monumental ouvrage, qu'est-ce que j'y cherche? Les conseils que je mets en application moi-même avec mes châtaigniers. Il y a décrite avec exactitude la greffe du châtaignier telle qu'on la pratique aujourd'hui, avec toutes les précautions à prendre sur les baliveaux de 3 ans coupés verticalement. Et il dit sous quel climat, en quel mois, sous quelle lune il faut faire cette greffe pour qu'elle ait quelque chance de prendre. Et ainsi, il est encore aujourd'hui le meilleur conseiller. Mais au-delà de cela, il donne aussi à rêver. Car qu'est-ce que je trouve dans ces conseils? Le secret du paysage de mon pays d'Ardèche. Le secret des restanques qui, tout au long du Rhône, balisent les terrasses sur lesquelles les vignes sont plantées. Car il explique comment on construit les restanques. Quel plan on doit observer? Quelle est l'inclination de ce plan? Quelle est l'orientation de cette plantation? Et des pages entières sur le provignage de ces vignes, des pages entières sur l'échalassier, c'est-à-dire la façon dont on met les échalas, des pages entières sur la façon de bâtir les hautaignes. Les hautaignes, vous savez ce que c'est? Ce sont ces treilles, ces passages sur lesquels on peut passer et qu'on met au bas des restanques, car en haut c'est le provignage et en bas ce sont les hautaignes. Or, vous avez en quelque sorte une description du paysage que je vois passer chaque fois que je prends cette route 89 le long du Rhône, dans la prose même de Nicolas de Serres, où l'on voit que ce pays-là, ce sont ces hommes qui l'ont fait, qui l'ont bâti, qui l'ont construit. C'est le paysan qui fait le paysage, il n'y a pas de doute. C'est le paysan qui fait le paysage, c'est beaucoup plus vrai qu'on ne le dit d'ordinaire. Quand je vois tout, et je devine tout, et je comprends tout, à travers Olivier de Serres. Autrement dit, je déchiffre mon pays en lisant Olivier de Serres. Autrement dit, voilà le rôle de l'homme. De l'homme qui réalise son humanité
le plus pleinement possible, le plus totalement possible, le plus intégralement possible, quand il se fait cet intermédiaire entre l'homme et sa terre. Alors, pensez bien si le débat sur la productivité ou sur la surproductivité est dépassé, et toutes les transpositions qu'on peut faire aujourd'hui, les apprentis sorciers qui nous guident de l'Europe ou d'ailleurs, tout cela est infirmé par cette sagesse traditionnelle que nous révèlent ces deux témoins. Il me faut donc essayer de ramasser quelques idées pour conclure et vous dire, au fond, quelles leçons on en peut tirer. Montaigne, comme Olivier de Serres, vont très loin dans leur relation à la terre. Mais prenons Montaigne qui vous est sans doute plus familier, plus facile d'accès pour vérifier mes dires. Il y a une notion qui hante Montaigne et pour laquelle, ce n'est pas une notion, c'est un fait, c'est une donnée, une triste donnée historique de son temps, pour laquelle il a fabriqué un mot. Il a inventé un mot, il a enrichi la langue française d'un mot qui n'existait pas. Inhumanité. Cherchez, vous verrez, il n'y a pas d'occurrence avant Montaigne. Montaigne invente ce mot et écrit une humanité. Et il l'utilise la première fois dans un essai qui s'appelle De la cruauté. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple de la cruauté? Il donne comme exemple de la cruauté les jeux du cirque à Rome, au IIe siècle de notre ère, sous Dioclétien, si vous voulez. Lorsque l'Empire décadent cherche pour le peuple panem et circenses. Alors, on veut leur donner du spectacle, toujours plus, disons, éclatant. Et qu'est-ce que l'on trouve? Le matin, ce sont les bêtes féroces qui sont aux prises avec des hommes. Et l'après-midi, ce sont des hommes aux prises avec des hommes. C'est-à-dire que la cruauté est passée d'un degré à l'autre, et Montaigne vous explique que le passage se fait de lui-même. Car en effet, la cruauté envers les bêtes est génératrice de la cruauté envers les hommes. Et tout son essai consiste à plaider pour les bêtes, au nom précisément de ce qu'il appelle d'un très beau mot, le cousinage. Le cousinage que nous avons avec nos bêtes. Il ne craint pas de parler de cousinage. Il parle de cousinage parce que pour lui, c'est un lien tout à fait essentiel qui l'unit à sa jument, Dieu sait s'il l'aimait, elle l'a conduit jusqu'en Italie, à ses différents chevaux, car il a toute une écurie, à ses bœufs de labour, à ses moutons, il en a quelques-uns, à ses chiens, bien sûr. Cousinage. Il y a de la familiarité, dit-il, entre nous et nos bêtes. À tel point que porter atteinte à cette familiarité par quelque négligence, voire par quelque cruauté que ce soit, c'est porter atteinte à notre humanité. C'est nous déshumaniser. Et il cite là-dessus des anecdotes relatives à la chasse. Il cite ce cerf aux abois et le regard de ce cerf qui ne serait plus jamais oublié. Ce cerf dont le regard fut tel qu'il décida de le laisser courir, en nous disant que c'était humanité que de le laisser courir. C'est pas par amour du cerf, c'est par amour de sa propre humanité. On ne veut pas se déshumaniser, alors on respecte le cerf aux abois. Et il finit l'essai en citant Plutarque. Vous savez qui est Plutarque? C'est un philosophe médio-platonicien du 1er siècle après Jésus-Christ. Plutarque qui dit que il est difficile à un éleveur d'accompagner
sa bête à l'abattoir. Et lorsqu'il s'agit d'une bête qu'il a longtemps servie, qui fut non point d'élevage, mais qui fut de labour, alors il se doit de l'épargner. C'est Plutarque, au 1er siècle de notre ère, qui écrivait cela, et c'est Montaigne qui reprend le propos à son compte. Mais le cousinage ne s'arrête pas là. Le cousinage, Montaigne va l'étendre aux arbres et aux plantes même. Et je vous dirais que pour ma part, c'est là que je suis le plus ému. Je me sens le cousin de mes châtaigniers. Je me sens, mais un sentiment affectif, pris au cœur, pour ne pas dire aux tripes, par mes châtaigniers grandissants. C'est quelque chose qui n'est pas, disons, imaginaire, c'est réel, c'est ressenti, c'est vécu. Et j'ai été tellement heureux de voir les pages que consacre Montaigne à cette parenté qui nous unit aux plantes. Il y a un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiments, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelques commerces entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. Le texte est splendide. On pourrait en faire notre charte d'un tel texte. Et il dit quelque part que lorsque le pied d'un véhicule risque de mordre sur la racine d'un arbre, alors de grâce, acceptons de faire un détour. C'est Montaigne qui écrit cela. Vous voyez. Il y a un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité envers les plantes, envers les arbres. Il ne veut pas dire que les arbres sont des êtres humains, mais ce serait être inhumain, c'est-à-dire ce serait être en contradiction avec notre propre humanité que de nous conduire comme des sauvages à l'endroit des arbres, à l'endroit des plantes. Et c'est de respect qu'il parle, de commerce. Le mot n'a pas un sens économique chez Montaigne. Quand il parle du commerce, c'est le commerce avec les hommes, les dames et les livres. Commerce, ça veut dire être en relation avec. Il y a un certain commerce avec les arbres. Et quelques obligations mutuelles. C'est-à-dire, nous avons des obligations réciproques. Ils sont nos obligés, nous sommes les leurs. Et il faut considérer cette relation comme symétrique et lui être tout à fait fidèle. Il est l'heure, alors je termine, et j'évoquerai ce lien si cher à Montaigne et si cher à Olivier de Serres aussi. Ce nœud, puisque c'est le mot qu'il utilise. Et il l'utilise parce que le latin de l'époque parle beaucoup de vinculum, de nexus, de nodus, pour désigner ce nœud. Alors de quel nœud s'agit-il? S'agit-il d'un nœud marin? S'agit-il d'un nœud d'alpiniste? Ce nœud que j'ai particulièrement pratiqué moi-même? Il s'agit peut-être d'autre chose encore. Car le nouage entre l'homme et sa terre, il se trouve que depuis le début du néolithique, il est médiatisé par l'arère et par le bœuf. Depuis le néolithique, c'est l'arère, c'est-à-dire la charrue primitive, comme vous savez, à soc de bois, tiré par une seule bête, qui constitue par licole ou bricole, ou encore collier ou joug interposé, notre lien essentiel et sacré entre nous-mêmes et notre terre, lien médiatisé par l'animal. Alors, vous voyez, en ce lien, ce qui est en quelque sorte sacralisé, ce qui est sacralisé, c'est sans doute d'abord la terre,
Mais la sacralité de la terre, elle est dans le rapport de celle-ci au ciel, à laquelle nous l'ouvrons quand nous traçons le sillon, cette marche à l'étoile, comme disaient les auteurs anciens, car le labour était toujours la marche à l'étoile. Mais cette marche à l'étoile, elle ne s'effectue pas par l'homme seul, puisqu'elle exige la médiation de ce compagnon inséparable de nos efforts qu'est l'animal domestique. Merci. Merci professeur. C'était pas décevant, n'est-ce pas? Oh là. Oh là. Alors, si vous avez des questions sur la lancée du professeur, je sais c'est toujours très compliqué de poser des questions, parce qu'en fait il faut au moins 8 jours pour digérer. Pardon? Question au sujet de l'assimilation. Parce que le professeur a dit du mal de l'assimilation, 2 fois. Mais qu'est-ce qu'on va proposer à un étranger qu'on va faire venir en France? Parce qu'on dit toujours, oui, il reste dans sa communauté, donc il n'est pas vraiment français, ou il s'intègre, donc là il accepte les règles du pays, ou à la limite on l'assimile. Alors si l'assimilation c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Eh bien, l'assimilation, je suis très contre. Parce que assimilation, ça veut dire ramener au même. Or, je vous dirais, cher monsieur, que j'ai une passion en dehors de la terre. Et c'est par cette passion qu'on me dénommait quand j'étais tout jeune professeur, faisant mes débuts, très modestement, dans un lycée à Moulins. On disait Magnard, c'est la passion de l'autre. Je crois que j'ai toujours eu cette passion et que je l'aurai toujours, c'est la passion de l'autre. Et là, je vous renvoie à Montaigne encore, qui est mon véritable maître à penser. Montaigne, c'est une vie au risque de l'autre. Une vie au risque de l'autre, car il entend bien rester lui-même, mais dans cette rencontre de l'autre. Je citerai l'expérience qu'il voulut, alors qu'il n'aimait pas s'écarter de Montaigne ni de sa tour, il voulait toujours voir sa tour en ligne de mire. Il a pris un jour son cheval et une dizaine d'autres chevaux et quelques serviteurs et quelques bagages avec lui, et il est parti bravement pour 1 an et demi de voyage, allant en Suisse, allant en Autriche, allant en Italie du Nord et allant jusqu'à Rome, où il devait suivre la Semaine Sainte. Il lui a fallu 1 an et demi pour tout ça. Et il dit, je vais au risque de l'autre. Et aller au risque de l'autre, c'était quoi? Eh bien, chaque fois qu'il est dans une ville, il cherche quelqu'un de différent pour le respecter dans sa différence. Demandant l'hospitalité, car il n'y a pas d'hôtellerie comme maintenant. On demandait l'hospitalité, surtout quand on avait la notoriété de Montaigne. On faisait passer sa carte de visite, si je puis dire, et à ce moment-là, on vous ouvrait la porte. Alors, il allait chez un luthérien, chez un calviniste, chez un juif, et il disait que son regret est de n'avoir pas trouvé de Turc dans son itinéraire, car son bonheur, c'était de trouver quelqu'un d'aussi différent que lui de possible, en étant, en un certain sens, l'espace d'une soirée, luthérien avec le luthérien, sans abjurer sa propre foi catholique, en étant calviniste avec le calviniste, en étant juif avec le juif, l'espace d'une soirée, jouant le jeu parfaitement de l'hospitalité de celui qui le recevait. Ça, c'était son grand bonheur. Et il ne cachait pas de ce que ça avait quelquefois. C'était quelquefois très périlleux, très difficile. Non pas que l'autre allait lui sauter à la gorge, mais c'était quand même très difficile de soutenir la conversation toute une soirée avec quelqu'un quand même qui ne partageait pas les mêmes idées, à une époque où on était moins exercé à la convivialité qu'on ne l'est aujourd'hui. Bon, quand je rencontre un musulman, ça ne me fait pas de difficulté, j'ai tellement l'habitude, ou quand je rencontre un juif encore moins,
je suis en familiarité. Mais à l'époque, c'était quand même assez difficile et il s'exerçait à cela. Il s'exerçait à cela et cela lui paraissait l'essentiel. Arriver à réussir cela. Et il est allé, il a connu tous les milieux. Il allait même chez les gens les moins recommandables. Il a demandé à aller dans une prison. Il est allé visiter le TAS qui était embastillé en Italie à Ferrare parce qu'il était complètement fou. Quand des indigènes, le mot me déplaît tout à fait, mais des natifs d'Amérique du Sud ont été amenés par les conquistadors à Rouen, il s'est fait transporter à Rouen pour leur parler. Ce qu'il voulait, c'est pas s'assurer de leur humanité dont il ne doutait pas un instant. Il n'était pas quand même aussi obtus que les conquistadors. Il voulait échanger avec eux en se disant « je m'enrichis de leur avoir parlé ». Et c'est cela, parce que ce n'était pas condescendance, c'était s'enrichir de l'altérité acceptée et reconnue. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas l'assimilation, parce que je crois à cet enrichissement respectif dans le dialogue. Je crois en cet enrichissement respectif et, disons, en mon plan de l'agriculture, je l'ai pratiqué un petit peu, un tout petit peu. Au niveau de mes compatriotes d'Ardèche, c'est pas difficile, on est du même sang, de la même origine. Mais on a accueilli récemment un natif de Kabylie qui nous a beaucoup apporté. Vous l'avez peut-être connu, bien que ce ne soit pas tout à fait ici qu'il sévit, c'est Pierre Rabhi. Magnifique. Il nous a appris sur nous-mêmes quantité de choses qu'on ignorait. Et parce qu'il est resté Pierre Rabhi, qu'il est resté kabyle, qu'il nous a parlé en kabyle. Il s'appelle Pierre quand même, oui, il est baptisé, il est catholique. Mais enfin, je crois que cet enrichissement s'impose. Oui. Donc, l'assimilation, qu'est-ce qu'on y gagne? Je perds ma singularité, lui perd la sienne. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est ce que j'appelle l'universel abstrait. C'est la pire des choses. C'est le pire des leurs. C'est pourquoi les droits de l'homme, pour moi, c'est une abstraction, donc une foutaise. Vous voyez? C'est une foutaise parce que c'est une abstraction. Alors, je préfère que l'on se donne les conditions spirituelles, morales et économiques d'un véritable accueil, plutôt que cela. Alors, vous me direz, c'est difficile, oui, évidemment. Auriez-vous une autre question? Je pense à un autre philosophe ardéchois qui est un petit peu plus au sud, à Saint-Marcel, qui était à Saint-Marcel d'Ardèche, et qui aurait soufflé cette phrase « Je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal ». Je pense à Gustave Thibon, qui était aussi vigneron et qui, quand il avait des problèmes de traduction de ses livres en grec, allait justement labourer ses terres et revenait et trouvait la solution à ces versions, ces thèmes. Par rapport à Gustave Thibon, le fait que vous soyez vous-même un fier ardéchois, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des terres plus résistantes, puisqu'il y avait quand même un foyer contre-révolutionnaire, le camp de Jalès, et qui peut avoir en parallèle avec ici notre Brionnais, où nous avons eu aussi des résistances intellectuelles, morales, et donc qui ont un lien aussi avec l'enracinement. Vous citiez Pierre Rabhi, vous avez raison. Est-ce que revenir à sa terre, revenir à son petit bastion, c'est aussi, c'est pas forcément se fermer à l'universel, puisque vous avez bien montré que en travaillant sur nous-mêmes, on arrive justement à vraiment s'ouvrir au top. Et c'est aussi ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que c'est pas forcément les tuer, les personnes qui sont différentes de nous, mais c'est les accueillir comme elles sont, mais en étant fiers de ce que nous sommes. Voilà. Merci pour votre question qui me permet de rapporter un souvenir de prime jeunesse. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'allais tous les ans, tout près de chez moi, à la Louvet, à 24 km d'Annonay, où Gustave Thibon tenait ses assises pendant un mois et recevait la jeunesse du Haut-Vivarais. Alors, il faisait ça chaque fois salle comble, et il était
unanimement apprécié. Et il développait cette sagesse. Il développait cet humanisme intégral que l'on doit à son enracinement précisément. Et il nous expliquait ce que signifiait être vigneron à Saint-Marcel. C'est d'être vigneron à Saint-Marcel qui lui avait donné ce sens de l'universel, qui devait l'amener à prendre, vous le savez, comme vendangeuse la philosophe Simone Weil, à lui donner l'hospitalité, à lui permettre de survivre en une période difficile et d'échapper à toute requête policière que ce soit, et ceci parce que c'était dans le droit fil de ce que j'appelle le nouage de l'universel dans la particularité. Il l'explique très bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, sans doute, qu'un des plus beaux textes de Simone Weil, inspiré par Gustave Thibon, sera intitulé L'enracinement. Simone Weil ne faisait que transposer l'enseignement du maître. Alors évidemment, il y avait aussi la Grèce antique, chez Simone Weil, qui connaissait très bien les Grecs, mais aussi chez Gustave Thibon, puisque, comme vous le savez, Gustave Thibon demandait à Simone Weil de l'aider dans la lecture des extatae grecs. Merci, professeur. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est l'attachement détaché. Finalement, vous nous avez fait un hymne à l'amour magnifique, professeur. Et si le Père Grosbeau veut bien nous faire chanter une prière à Marie pour clore cet hymne à l'amour. Merci, mon Père. Je connais Stéphanie Bignon depuis un petit moment. Elle m'a parlé au moment où elle m'a raconté au moment où elle a voulu créer cette association qui représente à peu près tout ce pourquoi je crois que je lutte et je crois que nous luttons et qui a trait à l'enracinement, aux valeurs éternelles que sont la famille et l'attachement à la terre. Je crois vraiment que aujourd'hui, si on veut sauver la France, j'emploie les grands mots, mais je crois que c'est ça dont il s'agit. Il faut comprendre que la France est paysanne et catholique. La France historique, elle est catholique et paysanne. Terre et Famille, c'est une association qui veut revenir à ses racines, à la fois dans le passé et dans le présent, puisque Stéphanie est agricultrice et qu'elle a une exploitation agricole depuis ce soir, puisque le paysan n'est pas celui qui exploite la terre, mais qui la travaille et la respecte. Donc je suis heureuse d'avoir été invitée à cette inauguration, qui est vraiment d'un très haut niveau, parce qu'il n'y a pas que le professeur Magnard qui nous a parlé ce soir. Il y a également le professeur Xavier Martin qui est là et qui a couvert une longue distance pour venir à cette inauguration. Je suis très impressionnée de ce que j'ai entendu, je suis très impressionnée de ce que j'ai vu. Et je suis également très impressionnée qu'une conférence de ce niveau-là s'achève par une prière chantée en commun. C'est beau,
Je pense que dans le temps, jadis, c'est comme ça que ça se faisait et je suis heureuse de participer à un mouvement qui va vouloir qu'à partir de maintenant, ça soit également comme ça que ça se fasse. Voilà.